On a vu qu'au Chili, au XIXe siècle, le Chili, il est rempli, mais alors rempli de paysans. Surtout en bas. Ces paysans, ils vivent dans un système qui s'appelle le latifundium, qui est défini par le fait que quelques propriétaires possèdent de gigantesques terres. Ils font travailler soit par des peones, littéralement des pions, c'est-à-dire des paysans nomades et qui font le tour des exploitations pour vendre leur force de travail, soit par des inquilinos, c'est-à-dire des paysans fixés sur une exploitation et qui travaillent non pas pour un salaire, mais en échange d'une petite maison et d'un petit jardin pour cultiver leur propre nourriture. Comme pour les mines ou les grandes entreprises, les grands propriétaires sont souvent des Américains ou des Européens qui, déjà, s'approprient le profit dégagé par les travailleurs, et, en plus de ça, font sortir ce profit du Chili. Profit qui ne peut donc pas être réinvesti dans l'économie nationale. Alors c'est emmerdant parce que ça force à importer de la nourriture alors qu'on a largement assez de terre pour nourrir toute la population chilienne. Allende veut donc mettre fin au système de latifundium et moderniser et amplifier l'industrie agricole pour permettre au Chili de ne plus être dépendant des importations. Mais le problème c'est toujours le même. Unité populaire et minoritaire au Parlement, et c'est très bien que si elle propose ces changements, l'opposition va les refuser. Donc elle va faire comme pour les nationalisations d'entreprises, elle va s'appuyer sur une loi qui est déjà en vigueur. En l'occurrence, il n'y a pas à chercher très loin, le président précédent avait fait passer une loi qui permet à l'État d'exproprier des terres sous certaines conditions. Les terres doivent faire plus de 80 hectares et elles doivent être abandonnées ou mal exploitées par leurs propriétaires. Exemple concret avec notre plantation en moutons, dans les années 60, on invente la laine synthétique, ce qui fait diminuer le prix de la laine naturelle, et face à cette perte ou cette diminution du profit, les administrateurs décident tout simplement d'abandonner les lieux. Donc, expropriation. Les expropriations débutent un mois à peine après l'investiture d'Allende, en commençant par la plus grande latifundia du monde, 530 000 hectares. Et c'est un grand succès, en moins de 2 ans, le système de latifundium qui permettait depuis 3 siècles l'exploitation de millions de Chiliens n'existe plus. Terminé. Quasiment toutes les exploitations de plus de 80 hectares ont été expropriées et rendues aux coopératives paysannes qui les travaillent. Reste l'amplification de l'industrie agricole. On a vu qu'en un an, le revenu moyen des Chiliens a augmenté de 55%. Du coup, logiquement, la consommation augmente aussi. Par exemple, la consommation de nourriture, elle augmente de 10%. Pour éviter que les produits qui vont être consommés soient importés alors qu'on peut les fabriquer localement, on doit rapidement moderniser et amplifier la production agricole. Donc, on utilise les banques nationalisées pour faciliter aux petits paysans l'accès à des crédits à faible taux d'intérêt pour qu'ils puissent acheter du matériel. Il n'y a que 18 000 tracteurs pour tout le Chili, Allende en fait importer 10 000 supplémentaires. Pour éviter que les paysans tombent dans la pauvreté à la moindre mauvaise récolte, on verse un salaire minimum à ceux qui sont membres d'une coopérative. Cette moissonneuse moderne, les paysans de la coopérative l'ont achetée en empruntant et avec leurs propres économies. Le domaine commence à produire normalement. Mais ce n'est que la première manche. Il s'agira ensuite que ce blé arrive bel et bien aux consommateurs et au prix officiel. Pour cela, ce sera une nouvelle bataille. On favorise aussi l'éducation dans les campagnes, on crée des écoles agricoles, il y a des bourses de scolarité pour les enfants de paysans, il y a des programmes d'éducation accélérés pour 10 000 paysans adultes, on crée aussi des centres de formation, etc. Et dans un premier temps, c'est un succès. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de toute cette réorganisation, la production agricole ne diminue pas, elle augmente même légèrement. Le chômage paysan diminue drastiquement et les salaires des paysans augmentent. Mais on est très loin de résoudre tous les problèmes. L'ennui quand on veut mener une politique de rupture tout en respectant des institutions déjà existantes, c'est que ces institutions elles ont été conçues précisément par le système que tu combats, donc elles sont pas vraiment faites pour le contredire. En l'occurrence, certains dispositifs prévus par la loi qui est utilisée par Allende posent problème. Par exemple, l'ancien propriétaire peut garder 80 hectares des terres expropriées, donc il garde les meilleures, et il reste propriétaire des animaux, des machines et des infrastructures. Autrement dit, les paysans sont maintenant propriétaires des terres et c'est tout. Juste les terres, et les terres les moins bonnes. Et puis la propriété des terres expropriées est transmise à des coopératives de paysans auxquelles seuls les inquilinos, les paysans fixes, peuvent appartenir. La loi prévoit pas du tout le cas des peones et des autres travailleurs temporaires qui constituent quand même un tiers du total des travailleurs agricoles. Ils n'ont donc toujours pas de terre et ne peuvent vivre qu'en étant embauchés par les anciens inquilinos qui deviennent leurs nouveaux patrons. Donc on quitte un système de latifundium horrible, mais la loi qu'on utilise oblige à le remplacer par un rapport hiérarchique et salarial qui est ultra déséquilibré et qui est précisément le type de relation contre lequel Unité populaire veut lutter. Et en même temps, on peut pas faire passer de nouvelles lois étant donné que l'opposition bloque tous les projets. Donc on est coincé dans faire des réformes qui sont certes intéressantes, mais qui restent pas vraiment dangereuses pour le système qu'on combat. Une partie de la gauche considère que c'est la limite de la voie chilienne vers le socialisme d'Allende, et c'est à partir de là que le gouvernement de l'UP se fait progressivement déborder par sa gauche, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur même de l'UP. À l'extérieur, on a des travailleurs qui font des tomas, les appropriations illégales dont on a parlé plus tôt, sur des exploitations agricoles ou des entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour être légalement expropriées. Par exemple, une exploitation agricole qui fait moins de 80 hectares. Durante las primeras horas de la mañana,
algunas brigadas de campesinos y obreros toman posesión de las tierras. Compañero, ¿le puedo hacer una pregunta? La que guste. ¿Cómo se llama usted? Luis Gilberto CRGD. ¿Y el fondo cómo se llama? Este se llama el Fondo Las Carolinas, Santa Carolina. ¿Y por qué está tomado este fondo? ¿Por qué? Por el motivo de que el patrón no ha cumplido con sus obreros. Ces démarches, elles sont encouragées par le MIR et d'autres groupes de gauche critiques du gouvernement d'Allende, car ne croyant pas à une révolution par la voie légale. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. On a aussi la création des premiers cordonnes industriales. C'est des organisations de travailleurs de plusieurs usines qui organisent la production en luttant contre les tentatives de sabotage ou la propagande patronale qui, une fois n'est pas coutume, encourage les travailleurs à faire grève dans leurs propres usines. ¿De qué opinan los cordones industriales? Que son muy importantes, ¿Por qué? porque creo que es realmente el verdadero poder de las comunas organizadas. ¿Y usted, compañero, a dónde trabaja? En CIEM de Tela. O sea, usted es obrero industrial. Sí, dirigente del cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá la toma de fondo? Nosotros vemos de que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. Ces organisations sont indépendantes du gouvernement et considèrent même qu'il ne va pas assez loin dans le processus révolutionnaire. Mais il y a aussi des contestations au sein même de l'UP. Par exemple, on a un comité régional de l'UP qui co-signe avec le MIR un manifeste qui, d'un côté, constate la droitisation de la droite et le fait que la réaction devient de plus en plus violente, et de l'autre côté, critique le fait que le gouvernement, en s'évertuant à respecter les lois qui sont celles des momios, ne peut pas lutter efficacement contre cette réaction. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo, desde la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo, el compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañero, cuál es el plan que tiene de lucha? La verdad de las cosas, compañero, es que el pueblo, los obreros ya nos estamos cansando, porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUB, sigue aún la burocracia, pues, compañero. ¿Hasta cuándo? Yo quiero consultarle a usted, compañero, ¿no tiene usted confianza en el poder popular, compañero? ¿No tiene confianza la CUB en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarlo en todo sentido? ¿No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar? Vaya usted, pues, compañero, a ir a La Vega, cómo están todas las cosas en el mercado negro y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, pues, compañero? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro. Le point commun de toutes ces contestations, c'est qu'elles appellent un renforcement du processus révolutionnaire. El problema es sumamente dramático. Somos empresas del área social, es verdad. Podemos dar una organización y podemos tirar algunas líneas de planificación, pero nos topamos con la gran contradicción, que el carácter del Estado, ¿no?, es el mismo. Somos empresas del área social dentro de la estructura de un Estado burgués capitalista, donde los mecanismos de opresión y de dominación siguen estando en manos de los burgueses. Nosotros tenemos que adelantarnos y tenemos que pasar a la ofensiva y empezar a tomar paulatinamente el poder con las masas, garantizándolo con las masas. No podemos seguir delegando el problema de la clase en los ejecutivos, en los intendentes, en los ministros, en los parlamentarios. Entonces vamos a continuar. ¿Qué queremos? Si ya sacamos el 44%, si no existe la posibilidad ninguna, por ningún lado, de que lleguemos a un 60%. Es imposible, ¿no? Hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. On voit apparaître deux tendances contradictoires au sein de l'unité populaire. D'un côté, ceux qui veulent accélérer le processus révolutionnaire, de l'autre, ceux qui veulent le consolider avant d'aller plus loin.
Allende, lui, il est de ce côté-là. Ce qui est un peu inconfortable, étant donné que son propre parti se trouve de l'autre côté. Ça fait qu'à partir de 72, la ligne poursuivie par le gouvernement se retrouve être minoritaire au sein même de l'alliance dont il est issu. Bref, c'est un peu le bordel, et ça se calme pas trop durant le reste du mandat. Bon, enfin tout ça c'est pas grand chose par rapport à la pression exercée par la réaction, c'est-à-dire l'opposition parlementaire, mais aussi par les États-Unis et le bloc de l'Ouest de manière générale.